la fin. C'est bon, merci. Les véritables. Amis de notre chaîne YouTube, rebonjour. Aujourd'hui c'est un grand jour puisque nous allons maintenant désormais être sur TikTok pour pouvoir dialoguer avec les jeunes sur TikTok et nous allons y apparaître avec le nom de Dr Akkad Agri. Rejoignez-nous sur cette chaîne et amusez-vous. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marie Serroni pour nous parler des filières agricoles et du dérèglement climatique. Quelles incidences dans les deux sens? Est-ce que le dérèglement climatique a une incidence sur les filières agricoles et à l'inverse, est-ce que les filières agricoles ont une incidence dessus? Jean-Marie Serroni, peut-être déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement dans votre parcours? Oui, je vais essayer d'être succinct parce que vous imaginez bien que mon parcours, je suis plutôt en fin de parcours qu'en début de parcours. Donc je suis de formation ingénieur agronome. Je ne suis pas fils d'agriculteur, j'ai des familles agricoles comme tout le monde, mais il y a longtemps. Donc je suis ingénieur agro. J'ai fait différents métiers au cours de ma vie professionnelle, avec un fil rouge qui était l'accompagnement des agriculteurs. J'ai travaillé comme conseiller sur le terrain, technique. Je suis donc aujourd'hui économiste, mais au départ j'étais dans la technique de production végétale. J'ai travaillé un moment dans une direction départementale de l'agriculture, enfin DDT aujourd'hui. Je mets ça dans l'accompagnement des agriculteurs. J'ai travaillé dans la banque, financement. Et puis j'ai passé une vingtaine d'années comme directeur d'un service de développement de chambre d'agriculture et directeur du centre de gestion, donc le conseil de 200 personnes qui accompagnaient au quotidien les agriculteurs. Et puis depuis maintenant 8 ans, je suis consultant indépendant plutôt dans la prospective, les conférences, et puis là je suis en train de glisser doucement vers une nouvelle étape professionnelle qui s'appelle la retraite. C'est une belle étape, mais déjà professionnelle ou privée. Et je dis professionnelle, c'est un lapsus parce que je continue à travailler. Alors, mais moins. Et sans le stress du chiffre d'affaires, puisque ceux qui travaillent, vous avez le plaisir de me payer un petit peu tous les mois. Merci Jean-Marie Serroni. Alors avant que vous partiez à la retraite, on a quelques questions à vous poser encore, notamment côté prospective. Vous avez sorti un livre qui s'appelle 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. Et sur cette couverture, on voit une sorte d'arche de Noé, une sorte de petit parc sur lequel il reste quelques espèces agricoles, des tournesols et tout ça. Alors vous, est-ce que vous êtes plutôt optimiste par rapport à la résilience des filières agricoles face au dérèglement climatique? Oui, moi je suis très optimiste sur l'avenir de l'agriculture, des filières agricoles françaises et du reste mondial. Pourquoi? Parce que on le prend dans tous les sens que l'on veut, on mange, nous, malheureusement pas tout le monde, pas partout dans le monde, mais on mange 3 fois par jour. Et j'espère bien qu'on va continuer à manger des produits par l'agriculture. Après, des produits par l'agriculture transformés. On a besoin des agriculteurs. On a besoin de l'agriculture. On est aujourd'hui 8 milliards, je crois à peu près. On prévoit à peu près 11 milliards dans une quarantaine d'années. Donc ça veut dire, et avec des surfaces agricoles qui ne vont pas augmenter. Donc ça veut dire qu'on a vraiment besoin de l'efficacité des agriculteurs. Et puis on sait, d'ailleurs c'est le titre de mon livre, pour la santé de l'homme et de la planète, on sait de plus en plus que notre santé, notamment quand on avance en âge comme je suis, quand on avance en âge, notre santé est très dépendante de notre alimentation. Et notre santé aujourd'hui, je vois monsieur, on va à peu près la même. Notre santé d'aujourd'hui, elle est très dépendante de ce qu'on a mangé il y a 30 ans, 40 ans. À l'époque, on ne savait pas trop. Donc, et quand on dit la santé dépend de l'alimentation, elle dépend de l'agriculture, puisque l'alimentation, c'est l'agriculture. Le changement climatique, la santé de la planète, on va en parler, ça dépend aussi beaucoup de ce que font les agriculteurs. Et c'est pour ça, au salon, il y a un monde fou cette année, cette saison du salon, et vous avez sûrement remarqué que dans l'espace public, dans la politique, on parle de plus en plus souvent de l'agriculture. Tout le monde s'intéresse à l'agriculture, parce que c'est une question essentielle pour nos questions d'environnement, pour notre alimentation.
Alors il faut qu'on s'intéresse à l'agriculture, par contre il ne faut pas qu'on dise aux agriculteurs ce qu'ils savent faire, chacun ce qu'ils doivent faire. C'est leur métier, c'est pas le nôtre. Bien sûr. Alors, question du coup, parce que vous parlez de la santé aussi, vous parlez d'efficacité sur l'agriculture. Est-ce que vous pensez que justement avec le dérèglement climatique, les agriculteurs vont devoir s'adapter? Est-ce que c'est possible de répondre à un cahier des charges, à savoir à la fois être résilient face au dérèglement climatique et en même temps proposer une alimentation saine et qui vise à la santé des personnes? Alors je crois complètement. Je pense que la particularité de l'agriculture par rapport à ces questions de changement climatique, c'est que l'agriculture, c'est une des causes importantes du changement climatique. On va en parler. Hein. Il y a 25% des gaz à effet de serre chez nous qui passent par notre assiette. 25, un quart. En même temps, l'agriculture, c'est une des solutions, voire dans certains cas la seule solution pour stocker. Enfin, aujourd'hui, c'est la seule solution pour stocker du gaz carbonique, le CO2. Donc c'est aussi une solution importante. Et enfin, c'est un des secteurs, peut-être le secteur, en tout cas un des secteurs les plus précocement et les plus directement impactés par le changement climatique. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui sont de pays viticoles. Il y a deux conséquences sur la ville. Moi je suis d'origine bordelaise. Les vendanges à Bordeaux, elles sont avancées entre 15 jours et 3 semaines par rapport à il y a une quarantaine d'années, moi quand j'habitais à Bordeaux. Les vendanges, alors, il y a un peu les effets des cépages, mais autrement, les vendanges se sont avancées. Et les vins, le raisin est plus sucré par le soleil, et donc les vins sont plus alcoolisés. Un exemple typique de l'agriculture est complètement impactée. Bien sûr, quand on regarde cet été, on comprend très vite ce qui est en train de se passer. Hein, on nous dit que, en gros, ce qu'on a connu cet été, c'est à peu près ce qui sera normal dans 20 ou 25 ans. Donc on voit bien que ça impacte directement, pour ceux qui sont éleveurs, ou les cultivateurs, il y a eu un impact énorme cet été. Donc c'est ça qui va... Alors, là où je suis optimiste, c'est que l'agriculture, il faut à la fois qu'elle réponde à ces défis, il faut à la fois qu'elle continue à produire, je pense, au moins autant qu'aujourd'hui. Donc on se dit, mais est-ce que c'est pas contradictoire? Et je crois que le chemin entre les deux, la voie, c'est l'innovation et la science. Donc la recherche, nos amis Mura sont pas loin, quelque part par là-bas, on a beaucoup besoin d'eux. Il y a beaucoup d'éléments de science qui vont nous aider à concilier à la fois une production importante et en même temps plus naturelle. Est-ce que... chimique. Alors, pour rebondir sur votre exemple viticole, est-ce que... la question toujours qu'on se pose avec le dérèglement climatique, c'est la question du temps. C'est par exemple, effectivement, les vignobles dans le Bordelais, est-ce que peut-être qu'ils vont devoir déplacer des vignes, qui vont se déplacer sur le territoire? Mais la question, c'est est-ce que les vignes, est-ce que les viticulteurs vont être assez rapides pour s'adapter face au dérèglement climatique? Alors, le changement climatique, il va effectivement amener des changements dans les équilibres mondiaux, par exemple. Le changement climatique, chez nous, en France, est quand même globalement plutôt défavorable à la production agricole. Pas surtout, mais globalement plutôt défavorable. Si je suis en Russie ou autour de la mer Noire, au contraire, c'est favorable. Donc les équilibres de concurrence vont changer. Si je suis dans des régions où j'ai vécu un moment de ma vie, dans le Maghreb, ou en Afrique, c'est plutôt catastrophique. Donc les effets ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Donc les changements... Alors chez nous, on peut imaginer effectivement des transferts. On peut imaginer je ne sais pas si les vignes vont se déplacer, mais on va planter des vignes plus au nord, c'est sûr. Ça commence déjà, hein, plus au nord. Il va y avoir des changements de pratique. Si on voit cet été, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui sont éleveurs parmi vous, éleveurs de ruminants, de moutons ou de vaches. On n'a pas de viticulteurs, on n'a pas d'éleveurs pour l'instant. Ils vont arriver. Vous avez des vaches même? Des vignes? Des vignes. Mais par exemple cet été, même quelqu'un qui ne connaît rien à l'agriculture, s'il se promenait dans les zones d'élevage, il voyait bien que ça n'allait pas. Hein, l'herbe, elle était de la couleur du tapis, là, en gros. Donc, habituellement, les animaux, l'été, ils se nourrissent dans les prairies. Et donc là, il a fallu leur apporter
de l'aliment qui a été stocké, soit des restes d'ensilage de maïs, ou déjà ouvrir le foin, qui avait été fait au mois de juin. Mais en même temps, on a eu un automne plus chaud, et donc l'herbe a beaucoup plus repoussé à l'automne. Et donc c'est ce qui va sans doute se passer à l'avenir. On aura des printemps plus secs, des printemps plus pluvieux et plus chauds, des automnes plus pluvieux et peut-être plus chauds, des étés plus longs et beaucoup moins pluvieux. Parce que le changement climatique chez nous, en gros, ce qu'on nous annonce, c'est, mettons, 2 degrés de plus en température, j'y reviendrai tout de suite, et une pluviométrie à peu près identique au total de pluie, par contre répartie complètement autrement. Ça veut dire que si on a des étés plus secs et plus longs, ça veut dire qu'il y a d'autres moments où il pleuvra davantage, notamment au printemps et à l'automne. Alors on a un hiver très sec, là qui est pas normal, qui est inquiétant, mais normalement il devrait pleuvoir davantage. Et donc ça veut dire que ce changement climatique, qu'est-ce qu'il va amener chez nous? Il va amener des épisodes de canicule, parce que quand on dit 2 degrés, on peut se dire, moi qui suis un Bordelais qui vit en Normandie, je me dis 2 degrés de plus en Normandie, je ne vais pas pleurer, quoi. Je serais plutôt que ça me rappelait plus chez moi. En fait, c'est une grosse bêtise de penser ça, parce que quand on dit 2 degrés, c'est 2 degrés en moyenne sur la planète. Or, sur la planète, il y a 2 tiers, c'est de l'océan, qui se réchauffe beaucoup moins. La mer, elle change beaucoup moins de température que sur Terre. Donc ça veut dire que sur Terre, les amplitudes seront beaucoup plus importantes que 2 degrés. Et 2 degrés, c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y aura des épisodes beaucoup plus chauds, et notamment, il y a des prévisions, il y a des cartes qu'on commence à voir, regardez sur Internet, vous les trouvez tout de suite, des cartes sur le nombre de jours où il fait plus de 35 degrés, je crois. Chez moi, ça n'arrive quasiment jamais. Et là, dans la moitié sud de la France, on aura, je crois, entre 20 et 30 jours dans l'année, en moyenne, à plus de 35 degrés. Donc des périodes de canicule beaucoup plus fréquentes, des périodes de sécheresse plus fréquentes. Et ce dont on parle moins, c'est que, comme il pleuvra davantage à certains moments, on aura des périodes, on aura des problèmes de crues, des problèmes d'inondation, des problèmes d'évacuation de l'eau. Donc il y a des moments où on va en manquer, et des moments où il y en aura beaucoup trop. Donc il faut aussi prévoir l'évacuation de l'eau. Donc tous ces changements vont nous amener des changements de pratique. Et donc on pourrait tout à fait imaginer qu'on ait 2 périodes dans l'année où l'herbe pousse. Au printemps, plus chaud et plus long, et à l'automne. Alors qu'habituellement, l'herbe pousse au printemps et pendant l'été. Et donc ça veut dire que les animaux, il faudra les conduire autrement. Ils resteront sûrement dehors beaucoup plus longtemps, peut-être toute l'année d'ailleurs. On pourrait déjà aujourd'hui, dans certaines régions, les laisser toute l'année dehors. Et ils seront enfourragés à l'automne, naturellement, au printemps, et l'été, on leur amènera des fourrages comme on fait en hiver. Donc ça, quand on est éleveur, c'est du changement, enfin, dans l'organisation du travail et dans la perception des choses. Donc là, vous parlez de changement de pratique, c'est-à-dire que même juste avec des changements de pratique assez simples, en fait, on pourrait déjà être résilient face au dérèglement climatique. Vous parliez aussi tout à l'heure que la science pouvait nous apporter des réponses. Apparemment, ici d'ailleurs sur le stand de France Agrimaire, on a reçu Thomas Pavie qui nous parlait de tout un travail sur la zoogénétique, c'est-à-dire que déjà à partir du patrimoine génétique des espèces domestiques en France, on peut déjà être assez résilient parce qu'on a tellement de terroirs différents en France qu'en fait on est assez résilient. Après, par contre, à l'inverse, on avait un témoignage de Jean de l'INRAE qui expliquait que sur les espèces végétales, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut du temps pour. C'est-à-dire, si on veut faire un blé résilient à 35 degrés, il faut au moins 5-6 ans pour tester. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets sur comment la génétique et même la science de manière plus générale peut permettre, encore une fois, une résilience? Alors, déjà, la science, il lui faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut, comment dire, avoir des objectifs assez clairs sur le moyen terme pour pouvoir travailler. Bon, on sait qu'on a un objectif européen de neutralité carbone et en gros d'une agriculture moins chimique. Donc il y a de la chimie qu'il va falloir remplacer par d'autres processus. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces autres processus? Il y a d'abord toutes les voies génétiques. On imagine, mais les gens de l'INRA en ont parlé 1000 fois mieux que moi, on peut complètement imaginer
d'avoir des plantes plus résistantes à la sécheresse. Mais il faut le faire. Bon, vous savez tout de suite, si vous écoutez la presse, qu'il y a des gros soucis tout de suite avec les betteraves, puisqu'il y a un insecticide qu'on utilisait avec les semences qui s'appelle les néonicotinoïdes, qui est interdit. Et on n'a pour l'instant pas trop de solutions de remplacement, mais simplement on s'est mis il y a 2 ou 3 ans à chercher des solutions. Donc c'est des délais beaucoup trop courts. Et on sait qu'une des voies, pas la seule, mais une des voies pour remplacer cet herbicide, cet insecticide, c'est des plantes qui soient génétiquement résistantes aux attaques du parasite. Alors, ces voies, leur particularité, ces voies non chimiques, leur particularité, c'est que en général, ce n'est pas des solutions uniques, c'est des combinaisons de solutions, c'est des combinaisons d'actions de nature différente, génétique, biologique, d'organisation du territoire, d'organisation des parcelles par rapport aux parasites, peut-être des parcelles plus petites pour que les prédateurs des parasites qui sont dans les haies ou sur les bordures aient moins à parcourir, parce qu'ils vont pas, quand les parcelles sont trop grandes, ils ne vont pas au centre de la parcelle. Et donc tout ça, ça amène une complexité plus grande. Et alors la science, en quoi pour moi, il y a 3 voies. Je vois une formation scientifique, mais je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur. Je vois 3 voies dans lesquelles qui vont amener. D'abord, c'est la science de l'écologie. Donc l'écologie comme science, hein, pas comme mouvement social, mouvement politique. Hein. Mais ce qu'on appelle l'agroécologie, hein, c'est la science des systèmes, qui induit après les changements de pratique, bien sûr, c'est la première chose. La deuxième voie, c'est la génétique, avec, bien sûr, des voies qui sont en cours d'autorisation au niveau de la Commission européenne de ce qu'on appelle l'édition génomique, c'est-à-dire de pouvoir... Alors c'est pas les organismes génétiquement modifiés où on introduit un gène étranger dans la plante ou dans l'être vivant. Là, on a en gros ce qu'on appelle un ciseau moléculaire où on va intervenir de manière ciblée sur le gène pour enlever le morceau de gène qui nous embête ou dégager un gène qui nous intéresse, mais au sein du même organisme, sans y introduire quelque chose de différent. Alors qu'aujourd'hui, la sélection génétique, si vous vous rappelez vos cours de SVT, vous savez qu'on est tous sujets à des mutations. Les cellules sont sujets à des mutations. Hein, à chaque multiplication de la cellule, il peut y avoir une mutation. Et bien, dans les généticiens, aussi bien en production végétale, ils provoquent ces mutations en utilisant sur les plantes, en utilisant soit des produits chimiques, soit des rayons pour accélérer et augmenter le nombre de mutations. Donc le fait d'utiliser des ciseaux moléculaires, ce qu'on appelle les NBT ou les NGT ou le CRISPR-Cas9, dont vous allez entendre de plus en plus parler, c'est beaucoup plus propre que les techniques d'aujourd'hui. Alors, il y a des mouvements qui sont contre, mais c'est beaucoup plus ciblé et on sait exactement ce qu'on veut faire et là où on va. Maintenant qu'on connaît à peu près le génome de beaucoup d'espèces cultivées. Donc ça, c'est une voie. La deuxième voie, en génétique, ce qui me paraît, moi, notamment, je connais mieux les productions animales professionnellement que les productions végétales aujourd'hui. Et en production animale, il y a beaucoup de perspectives. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, vous avez sûrement appris aussi, quand on est comment on appelle ça, c'est les sciences naturelles. Alors, SVT aujourd'hui, voilà. Sciences de la vie et de la Terre. Ouais, sciences de la vie et de la Terre. Qu'en fait, un des principes de la génétique, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Hein, dans la multiplication de la cellule, on récupère la moitié du patrimoine génétique de notre papa et la moitié de notre maman, de manière aléatoire. Mais après, nous, tout ce qu'on apprend dans notre vie, etc., ne se transmet pas génétiquement. La culture se transmet, mais pas la génétique. Et en fait, l'épigénétique, elle va, sur le fond, elle ne va pas contre ça, mais un petit peu quand même. Hein, c'est-à-dire que notre environnement modifie l'expression de notre génétique. Et ça, on le sait. Moi, quand j'ai fait mes études, on n'en parlait pas, on ne savait pas. Et donc, on va pouvoir aujourd'hui, demain, aujourd'hui, c'est balbutiant, on va pouvoir utiliser ces connaissances pour voir comment l'environnement va modifier, non pas la génétique de l'individu, mais l'expression de sa génétique. Si je le redis en termes plus techniques agricoles, moi ce que j'ai, quand j'ai fait à Telagro il y a 45 ans, on apprenait que
les généticiens nous fournissaient des individus animaux ou végétaux avec un très fort potentiel dans la génétique, et qu'on devait leur fournir un environnement, un champ, une étable, de l'engrais, des produits, des produits de santé, favorables à l'expression de leur potentiel. Mais on sait aujourd'hui que l'environnement, non seulement il est plus ou moins favorable à l'expression du potentiel, mais qu'en soi, il modifie ce potentiel. Donc ça donne des perspectives de gains de productivité agricole, naturelle, sans intervention chimique sur les plantes ou sur les animaux, plus importante. Donc ça, c'est une voie. Il y a une autre voie, la troisième voie pour la science, et là, ce sera plus simple à expliquer parce que vous en avez tous entendu parler, ce sont les microbiotes. Vous savez qu'on a tous un deuxième cerveau dans l'estomac, qui pèse en moyenne 2 kilos. 2 kilos quand même de bactéries, de microbes, etc. Dont il y a des microbes qui sont embêtants parce qu'ils peuvent nous tuer, Covid-19. Mais on ne pourrait pas vivre sans microbes, on ne pourrait pas vivre sans bactéries, les animaux, les vaches ne pourraient pas ruminer si ils n'avaient pas voilà. Et donc on sait que ce microbiote, il conditionne notre santé. Il conditionne aussi nos performances, les performances techniques des animaux. Et donc demain, aujourd'hui c'est balbutiant, demain on saura de plus en plus piloter ce microbiote. Voir, ça commence à se faire en chimie, en médecine humaine, greffer des microbiotes entre individus pour augmenter leur santé. Donc on arrivera de manière naturelle, c'est-à-dire sans chimie, mais contrôlée, à augmenter la performance des animaux en jouant sur leur microbiote. Mais on sait aussi que les plantes, et ça il n'y a pas très longtemps, je crois qu'on le sait depuis une dizaine d'années, que les plantes ont elles-mêmes un microbiote autour des racines, autour des feuilles. Et on sait, alors on ne sait pas encore bien comment, mais on sait que par le microbiote, on peut jouer sur l'efficacité de l'alimentation de la plante par ses racines. Et donc tout ça sur le microbiote peut nous aider. Voilà, sur la santé. On sait aussi que le microbiote sur les feuilles va jouer sur la résistance des plantes aux maladies. Donc on va pouvoir par ce biais-là jouer sur la santé des plantes sans utiliser de produits phytosanitaires par les microbiotes. Donc c'est vrai, c'est vraiment je pense une révolution, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que les agriculteurs, c'est déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, ce seront des experts des sciences du vivant. Et dans mon livre, à moi, je dis, est-ce que demain, ce ne seront pas des éleveurs de microbiotes, ou des pilotes, ou des dompteurs, ou des domesticateurs de microbiotes. Donc c'est un petit peu abstrait tout ça, mais j'essaie de l'illustrer. Mais c'est quand même des exemples. Ouais. Mais est-ce que donc dompter le microbiote, ça nous permet de lutter contre le dérèglement climatique? Alors c'est vrai qu'on était sur le dérèglement climatique. À la base, oui. Initialement. Par exemple, le réchauffement climatique, vous savez, il vient pour beaucoup de l'effet de serre, donc des gaz à effet de serre. Il y a un quart des gaz à effet de serre en France qui passent par notre assiette. Donc 20% de la production agricole et 5%, donc ça fait 20 plus 5, ça fait 25. 5%, c'est dans l'industrie agroalimentaire, la transformation. Et puis nous, quand on va faire nos courses, notre frigo, quand on garde et puis notre gaz, comme notre réchaud électrique, quand on fait chauffer. Voilà. 25% des gaz à effet de serre passent par notre assiette. Donc notre alimentation, c'est important. Et les gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est un peu du gaz carbonique, pas beaucoup, enfin 20%. 40%, c'est le méthane, je vais revenir avec les microbes, et 40% c'est ce qu'on appelle le protoxyde d'azote. Donc qu'est-ce que c'est que le méthane en agriculture? C'est principalement les rots des vaches, ou les pets de vache, c'est le rumen de la vache, et puis le fumier, d'où les effets le biogaz, et puis le protoxyde d'azote, ça vient beaucoup de la fertilisation azotée. Alors le méthane, comment réduire la production de méthane? Une des voies, c'est de jouer sur la génétique. Enfin, il semblerait qu'il y ait non pas des races, mais dans une même race, des lignées d'animaux qui émettent moins de méthane que d'autres. Donc il y a une voie génétique qui est là. Et le deuxième effet, c'est que, je vais être un tout petit peu vulgaire,
Vous savez comme moi, quand on mange des haricots blancs ou des féculents, on émet un peu plus de méthane. Et bien voilà, donc on se voit bien que par l'alimentation, on peut jouer sur la production de méthane et sur l'alimentation, alors par ce qu'on fait ingérer à l'animal ou par la façon dont il le digère. Et un ruminant, dans le rumen, qu'est-ce que c'est? Ce sont des micro-organismes. Donc on peut jouer entre guillemets, sur les catégories de microbes qu'il y a dans le rumen. On pense qu'il y a des formules qui seraient moins méthanogènes. Et donc on voilà. Puis bon, il y a un dernier élément à mon avis, j'en parle si je veux être honnête, moi je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir. Il y a aussi l'idée de faire ingérer à la vache des substances qui modifieraient ou qui réduiraient l'émission de méthane. Dans des substances chimiques, des médicaments quoi. Des médicaments. Ben, merci beaucoup Jean-Marie Serroni pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des questions parmi les auditeurs, les auditrices? Que ce soit... ça peut aussi être des questions précises sur vos filières agricoles que vous fréquentez ou sur... Geoffroy là-bas, je suis sûr qu'il a une question. Je le réveille dans sa sieste. Ben alors moi je vais en... Si, bien. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez établi, mais est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une approche sur la valorisation de la participation de la filière agricole à la déréglementation et notamment à travers les différentes pistes que tu as évoquées, Jean-Marie. Quels sont aujourd'hui les outils de financement pour les agriculteurs pour aller dans la recherche, hein? Apparemment, il y a à la fois, on est encore dans un pan, pour certains, de recherche et d'autres d'application. Et donc, comment on va aller jusque dans les fermes pour aller dans ces expérimentations diverses et variées participantes au dérèglement climatique. Alors, dans tes questions, il y a deux volets. Il y a l'aspect de la recherche et il y a l'aspect de comment le monde agricole peut, en gros, trouver profit, dégager de la valeur par rapport à sa contribution à la réduction du réchauffement climatique. Sur l'aspect de comment créer de la valeur, il y a tout un volet dont on n'a pas parlé. C'est la contribution de l'agriculture au stockage du carbone. Les gaz à effet de serre, on en a parlé. Le protoxyde d'azote, une fois qu'il est émis, on ne peut plus rien faire. On ne sait pas l'arrêter. Le méthane, une fois qu'il est émis, on ne sait pas l'arrêter. Le dioxyde de carbone, on sait le stocker. Alors on commence, il y a des essais pour le stocker de manière physique, chimique, industrielle, mais ça n'est pas aujourd'hui performant économiquement, donc ça le sera sans doute dans 20 ans, mais aujourd'hui. Par contre, il y a un processus aujourd'hui majeur pour stocker le carbone. Est-ce que vous avez idée de ce que c'est? C'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est chimiquement, biochimiquement, exactement le contraire de la respiration. Nous, quand on respire, on capte de l'oxygène qui nous sert d'énergie et on recrache du gaz carbonique. La plante, et en plus chimiquement, c'est exactement le même cycle, mais biochimique, mais en sens inverse. La plante, elle capte du carbone et elle émet de l'oxygène. C'est exactement l'inverse. Et ce carbone qui est capté par les feuilles, donc c'est la photosynthèse, les chloroplasts, après ça migre dans la plante, ça migre dans la tige, ça migre dans la racine, et donc on le retrouve quand on enfouit la paille par exemple, ou par les racines, on le retrouve dans le sol. Donc la plante va stocker du carbone, une partie de ce carbone va être exportée par exemple dans du grain, ou dans des pois, ou dans les récoltes, mais une autre partie va être enfouie dans le sol. Et donc, l'agriculture, par la photosynthèse, contribue à réduire la quantité de CO2 qui part dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le puits de carbone. Et aujourd'hui, la photosynthèse, il y en a dans 3 endroits. L'agriculture, la forêt et les océans avec les algues. Et donc, il y a une voie qui est de rémunérer les agriculteurs pour le stockage du carbone.
c'est-à-dire ce qu'on appelle les certificats d'économie de carbone. Ça démarre. Hein, les crédits carbone. Les crédits carbone, voilà. C'est balbutiant, mais c'est l'idée que moi, entrepreneur industriel qui émet du carbone, je vais compenser en citoyen agriculteur, en te payant et en te disant voilà, quand tu vas me dire voilà, sur ces hectares j'ai économisé tant de CO2, tant de carbone, et c'est certifié, et donc je vais acheter quelque part en contrepartie de ce que j'ai émis, comme par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous, aujourd'hui quand on prend l'avion, c'est volontaire, mais quand on prend l'avion, quand on achète le billet, en général il y a une petite case, toute une petite case où ils essaient de vous vendre des tas de trucs en plus, mais là, ils essaient de vous dire, est-ce que vous souhaitez compenser les émissions liées à votre vol? Et bien c'est exactement ce principe-là. Et donc ça, c'est un revenu qui n'est pas énorme, mais c'est un revenu potentiel pour les agriculteurs. Le deuxième revenu, pour répondre à la question de Geoffroy, le deuxième revenu issu, alors c'est pas vraiment issu de la lutte contre le réchauffement climatique, mais peut-être quand même quelque part, c'est cette idée d'utiliser moins et sans doute demain plus d'hydrocarbures fossilisés, et donc de produire du biogaz. Hein, donc c'est les méthaniseurs, hein, la méthanisation à la ferme, donc en gros à partir de matières organiques et de résidus d'élevage, de fumier, de produire du gaz, lequel gaz soit par un groupe électrogène en gros, transforme en électricité, soit est injecté dans le réseau de gaz, il est purifié et injecté dans le réseau de gaz, il y en a de plus en plus aujourd'hui, et qui est le gaz qui arrive dans votre maison pour votre gazinière, votre chauffe-eau, voilà. Et donc ça, l'agriculteur vend l'énergie, il produit l'énergie qu'il vend. On peut aussi imaginer, là on n'est plus dans le changement climatique, mais quelque part aussi on est sur les panneaux photovoltaïques, qui sont des investissements qui produisent une énergie propre. Hein, donc c'est tout ce... voilà. Donc ça c'est le... Sur la valorisation. Sur la valorisation, sur la recherche. Alors, je crois qu'il y a deux... La recherche et l'innovation, c'est pas la même chose. Bon, il y a beaucoup d'efforts de recherche à faire par l'INRA, les entreprises, les semenciers, il y en a beaucoup ici. Tout à l'heure, j'étais chez Yara là, sur une autre émission de télé. Donc Yara, le gros fabricant d'engrais azotés, fait énormément de travaux pour décarboner sa production. Donc il y a des tas de travaux de recherche publique et privée dont les agriculteurs bénéficient et qui sont financés soit par les entreprises. l'INRA, c'est nous tous qui finançons, c'est nos impôts, faut pas... voilà, bon, ça c'est de la recherche. Cette recherche associe de plus en plus les agriculteurs. Ce qu'on appelle on va éviter un mot anglais, mais les living labs, les laboratoires vivants, hein, où les chercheurs vont travailler avec les agriculteurs. Certains, donc je suis, enfin, il y a des organismes qui militent, moi je trouve que c'est très bien, pour faire reconnaître aux agriculteurs qui investissent dans ces travaux de recherche un espèce de statut d'agriculteur-chercheur. En gros, pour avoir un avantage fiscal, comme je ne sais pas, certains d'entre vous doivent travailler dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche. Hein, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt s'ils ont des investissements de recherche. Il n'y a aucune raison que les agriculteurs ne bénéficient pas. Et puis il y a enfin toutes les innovations qui sont créées par les agriculteurs eux-mêmes. Et là aujourd'hui ça c'est pas trop valorisé, si ce n'est l'agriculteur ça le valorise dans le plaisir de faire son métier et dans la reconnaissance qu'il a de son métier. Un agriculteur c'est pas un conducteur de tracteur, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que un conducteur de tracteur ou un pilote de machine à traire. Bah, merci beaucoup Jean-Marie, merci Geoffroy pour cette question qui était donc en deux volets assez vaste. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Jean-Marie Serrouani? Et ben, je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier pour tous ces contenus qui étaient très riches. Merci. Vraiment tout faire ça. Merci à vous et bonne continuation dans le salon de l'agriculture.